Bonjour à toutes et à tous, c'est avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve sur 01 TV, la chaîne de votre vie numérique, disponible évidemment sur les box SFR Orange, Free et sur Fransat, mais aussi sur YouTube 01net.com. Bienvenue dans ce nouveau numéro de 01 Start. On est là pour vous donner envie d'entreprendre dans cette nouvelle émission. Avec au menu, encore une fois, pas mal de profils inspirants. Tout à l'heure, je recevrai Antoine Hubert, qui est le fondateur d'Insect. Lui, son dada, c'est de produire, grâce à des insectes, de la farine qui nourrira les animaux, mais demain, pourquoi pas les humains. C'est passionnant. On recevra aussi un influenceur tout à l'heure, JB de The E-Collection. Depuis tout petit, il est fan de tech. En 10 ans, il est devenu un influenceur majeur qui cartonne sur YouTube et sur Instagram. Il nous expliquera sa recette. Comment fabriquer aussi un business plan, tiens. Comment le monter, ce business plan? Eh bien, nous aurons une spécialiste tout à l'heure qui sera avec nous, qui travaille à Pôle emploi et qui nous donnera en fait les bons codes, les bonnes recettes, les bons ingrédients pour créer son business plan. Et puis on découvrira aussi une appli sympa qui mêle à la fois, tablette tactile et objets en bois pour accélérer en fait la compréhension des enfants et pour leur apprendre à lire grâce à une méthode Montessori. C'est passionnant. Merci d'être là. C'est parti pour 01 Start sur 01 TV. Et je vous rappelle que vous pouvez toujours réagir au contenu de cette émission avec le hashtag 01Start sur Twitter, sur tous les réseaux. N'hésitez pas, donnez-nous vos témoignages et vos retours d'expérience, puisque avec cette émission qui est faite pour entreprendre, on aime bien écouter vos histoires. On commence tout de suite avec notre premier rendez-vous, il s'agit de Lancez-vous. Et on aime bien les histoires, vous le savez, inspirantes dans 01 Start. J'accueille avec beaucoup de plaisir Catherine Barba. Bonjour Catherine. Bonjour François. Catherine qui est experte du e-commerce depuis de nombreuses années, la spécialiste de tout ce qui touche à ce sujet. On va en parler dans un instant avec vous Catherine. Et puis j'accueille aussi Laurent Boncard. Bonjour Laurent. Bonjour François. Ravi de te retrouver Laurent pour ce 3e numéro donc, de 01 Start, responsable de la marketplace Amazon et aussi le responsable de l'accélérateur du numérique. On va y revenir dans un instant. Rappelons que l'accélérateur du numérique, c'est toute une série de vidéos de plus en plus nombreuses qui vous permettent en fait de découvrir comment entreprendre avec des tips, etc. On en parle dans un instant. Dans Laurent. un instant, ok. Mais auparavant, j'aimerais donner la parole à Catherine, experte donc du e-commerce, de la transition digitale, le cybermonday en France, c'est grâce à Catherine. Ça on faisait des choses folles à l'époque. À quelques années, c'est vrai. Catherine, c'est vrai que dans cette émission, on est là pour inciter les gens à entreprendre. C'est pas facile de se lancer comme ça dans le vide, d'oser. On s'intéresse aussi à tous ceux qui ont peut-être des commerces et qui ont envie de passer du commerce physique au numérique. On dit que cette transition a été accélérée par le Covid, mais tu me le disais lorsqu'on a un peu préparé ce rendez-vous, c'est pas si facile que ça. Ouais. J'ai pas les derniers chiffres FEVAD en tête, mais il me semble quand même qu'il y a encore une proportion non négligeable de commerçants de proximité qui ne sont pas encore passés au numérique. Je ne sais pas si tu as le chiffre. Je te confirme, 1 sur 2 n'a pas de site internet, déjà en termes de visibilité. Et 7 sur 8 ne vendent pas sur Internet. Ouais. 7 sur 8. Ouais. 7 sur 8, c'est énorme. C'est vrai que ça peut rebuter parce que, on les connaît les objections. J'ai pas le temps, c'est pas ma culture. J'ai un vrai métier. Ça fait peur aussi parfois. Mais en réalité, une page vitrine, comme tu l'évoquais à l'instant, qui peut simplement mettre un numéro de téléphone ou bien présenter 2-3 produits, c'est déjà ça. Exactement. C'est déjà ça d'exister sur le digital, tu sais. Et moi, ça, depuis des temps immémoriaux, tu le soulignais François, je prêche pour le passage au numérique, notamment des acteurs du commerce. Avec ce mot que tu as inventé carrément, le figital finalement. Oui, c'est moi qui ai inventé, c'est possible. Non, mais en tout cas, c'est ce mélange. En fait, c'est moche comme mot, mais ça veut vraiment dire ce que c'est. C'est la jonction d'intersection entre le physique et le digital, parce que c'est là où sont les clients, au fond. Et je me dis que ça fait des années que l'on prêche la bonne parole, et toi tu le confirmes, finalement il y a quand même encore 1 sur 2 qui n'y est pas. Oui, complètement. Ça c'est un vrai constat, et bien que la crise du Covid a beaucoup accéléré les choses, aujourd'hui le e-commerce c'est 112 milliards d'euros en France d'après la FEVAD, plus 50% d'une année sur l'autre, il y a une vraie croissance,
Mais on reste aujourd'hui à des taux de pénétration, j'allais dire, du e-commerce qui sont très faibles. En plus, quand on compare à l'Allemagne, par exemple, on est vraiment tout à fait en recul. Ouais, ouais. Donc il y a des peurs à lever. Ouais. Catherine, moi j'avais une question parce que évidemment tu vas à la rencontre de ces petits commerçants, Oui. tu les motives, je sais que tu es très active sur le terrain parce que tu es une vraie entrepreneur. Je les aime, moi, les commerçants. Mais qu'est-ce qui fait que pour certains, ils ne se lancent pas, ils ne franchissent pas le pas, à ton avis? Mais il me semble qu'aujourd'hui, tu me diras ce que tu en penses, toi aussi, d'un point de vue de client, mais on sait que les clients sont sur le digital, on sait qu'ils y sont, les chiffres sont là. C'est pas tellement le fait d'y aller qui rebute, c'est comment j'y vais matériellement, pratiquement. Oui. Parce qu'une journée n'a que 24 heures. Bien sûr. Un commerçant a déjà c'est extrêmement Des journées incroyablement plein. longues. On Et prend un tu te boulanger, dis, par exemple. ouais. On peut se dire, mais quel intérêt de créer en fait sa plateforme digitale pour un boulanger? Oui. Mais en fait, il y en a plein. Ouais. Le fait de, par exemple, de montrer de nouveaux gâteaux, Ouais. de montrer de nouvelles sortes de t'as pain, raison, etc. l'intérêt, à mon avis, est assez bien compris. Hein, tu le dis, Ouais. c'est de la visibilité accrue, c'est donner plus de désir pour les produits qu'on vend, c'est être un aspirateur à clients pour Créer une emmener les communauté. gens vers les magasins, créer une communauté, vendre plus. En fait, il me semble, c'est Amazon, c'est mieux que moi, mais que les commerçants sont plutôt nombreux à avoir reconnu les avantages du digital. Mais pour moi, le vrai nœud, il est sur la partie pratique. Je veux bien y aller, mais je n'ai pas le temps. Quoi. Je ne sais pas, aidez-moi. Et je trouve que depuis des années, on leur vend des solutions techniques alors qu'on devrait leur vendre ce que j'appelle des passeurs d'envie, des gens qui se mettent à côté d'eux avec des commerçants. Des coachs, en quelque sorte. Ouais. Oui, des faiseurs, des doueurs, quoi, et qui disent, alors est-ce que c'est mon petit cousin, est-ce que c'est un stagiaire gratuit, est-ce que c'est quelqu'un d'une école? Mais je crois que la vraie clé, au-delà du contenu, et c'est hyper utile, c'est comment quelqu'un va m'aider, moi qui suis commerçant n'importe où en sur France, le bouton, tout simplement. oui, à le faire parce que je peux pas, j'ai pas le temps. Tu vois? Laurent, l'accélérateur du numérique, c'est un peu ça. L'idée, c'est d'accompagner les gens avec toute une série de vidéos. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Exactement. On a eu le même constat. Les entrepreneurs, les commerces physiques ont à la fois peur, à la fois pas le temps d'y aller. On s'est dit, commençons par une formation très simple qui groupe un peu les basiques du e-commerce dans un format qui soit très rapide, qui présente vraiment les basiques, qui ne rentre pas dans le détail technique, qui tout de suite fait peur. Ah bah oui. Et donc, c'est un site gratuit, ouvert à tous. Aujourd'hui, on a plus de 6000 PME qui sont inscrites et qui suivent cette formation, avec des vidéos groupées par chapitre. Vous avez à peu près une 70 de vidéos de 3 minutes. Je vais aller les voir. Petites. Voilà. L'idée, c'est de se dire, tiens, où j'en suis, voilà. Est-ce que si je veux faire un site, à quoi doit ressembler la page d'accueil? Ou mon service client, est-ce qu'il doit être un peu différent? Voilà, ce genre de problématique. Mais au lieu d'avoir un déluge d'informations et de complexité technique, c'est deux petites vidéos de 3 minutes, faites par des experts français du marché. C'est pas nous, Amazon, on sait vendre sur Amazon, mais là, on a vraiment une formation qui permet de vendre partout sur Internet, largement en dehors d'Amazon. Oui, ça va au-delà d'Amazon, en fait. Bien sûr, c'est pour aider tout le monde à faire du e-commerce. Sur n'importe quelle solution. Vous pouvez faire votre site, livrer vous-même. Amazon n'y a aucun intérêt, si ce n'est qu'on a une responsabilité, j'allais dire, dans la numérisation du pays, et c'est notre manière d'aider ces PME. Et donc voilà, ces petites vidéos, elles sont très didactiques, elles sont très courtes, et ça permet à chacun de choisir un petit peu, dans le métro ou entre deux réunions, je vais regarder tel truc. J'aime bien cette idée de snacking du contenu et de façon très pratique. Comment vous avez fait pour définir les thématiques qui sont couvertes par, il y en a 60 à peu près, c'est ça? Oui, il y a 68 thématiques en une dizaine de grands chapitres. En fait, on s'appuie sur deux choses. La première, c'est mine de rien, l'expertise d'Amazon. Aujourd'hui, la marketplace d'Amazon, on permet à des PME de venir vendre sur Amazon, sur notre propre site. D'accord ? Aujourd'hui, il y a plus de 13 000 PME françaises qui vendent sur Internet. Moi, je fais ça depuis longtemps avec eux. Et à force de discuter avec ces PME, on comprend un peu les problématiques qui sont les leurs, qui sont la logistique, la vente, etc. Donc, il y a un petit peu notre expérience déjà dans le domaine. Puis, deuxièmement, on a discuté avec des experts du digital en France, qui sont venus nous apporter leur éclairage sur ce qu'eux, ils pensent de leurs adhérents, de leurs clients. Voilà. Et on a bâti ce contenu avec eux en comprenant un peu quels étaient les points les besoins, en fait. Les besoins de base. Et ça, on a sorti cet accélérateur il y a un peu moins d'un an, pendant le confinement de l'hiver, parce qu'il y avait un vrai besoin pour les PME qui fermaient.
Bien sûr. d'aller se lancer dans le digital. Et ça, c'est génial. Enfin, je trouve que le fait, tu vois, déjà de couvrir le comment faire pour, qui est un casse-tête pour quelqu'un qui vient du physique, c'est pas son métier, lui, il pense client, merchandising, stock, mais maintenant, il y a encore ce truc digital en plus, quoi. Ouais. On n'est pas Shiva, c'est ça qui est compliqué, tu vois. Et je me dis, c'est génial de leur expliquer comment, mais après, c'est l'étape suivante, c'est peut-être comment on les aide pratiquement à mettre en œuvre ce qui est si bien expliqué dans les vidéos. Oui, alors vraiment notre parti pris dans cette formation que du coup tu as vu, mais c'est que la vidéo elle sert un petit peu de poser les bases, démystifier, faire tomber un peu les peurs qui existent sur le sujet. Ouais. Et après, elle va renvoyer vers des liens utiles, vers des experts, etc. Ouais. Et puis nous, dans le programme, cette année, on compte aller un cran plus loin. On va vraiment avoir des sessions de coaching, soit en indépendant, soit avec des sessions de 1 ou 2 jours de classe complète. Bien sûr. On va mettre ça en place là, à partir de dans quelques semaines. On a un partenariat avec une école aussi, hein, on l'a annoncé récemment, la plateforme à Marseille. C'est quelle école ? La plateforme qui permet de développer pour des populations défavorisées des cours voilà, dans l'informatique et le digital au sens large. Ouais. Donc c'est génial. On va commencer à aller plus dans la partie accompagnement, parce qu'effectivement, il y a ce besoin-là. Il y a l'évangélisation, l'accompagnement. Donc il n'y a pas que nous, on fait partie des solutions qui existent en France, heureusement il y en a beaucoup. Ouais. Mais c'est vrai que pour les PME, il y a aussi parfois ce besoin d'avoir un petit coup de pouce, peut-être plus personnalisé, plus humain. Voilà, même chez Amazon, on le voit, hein, nous on accompagne ponctuellement les entreprises sur leur développement. Parce que moi, je vois bien un commerçant, il a bien compris, grâce à toute cette sensibilisation qu'il faut, par exemple, être très bien référencé sur Google, que quand je tape son produit, ses produits, ou son nom, ou sa ville, il faut qu'il apparaisse sur la première page. C'est le B.A.-BA, ça, en fait. Hein. Dès qu'on a un commerce, il faut préparer sa fiche. J'ai l'impression que ça fait 20 ans quand même qu'on en parle. Le magasin n'est pas mort, c'est ce bouquin, je ne sais pas, ça fait au moins 10 ans que je l'ai commis. Et en fait, on en parlait déjà, donc ça met du temps quand même. Mais mettons que la personne soit convaincue de cela, il faut bien que quelqu'un vienne à mes côtés pour me dire, regarde, c'est très simple. C'est simple au fond, hein, mais ça prend un petit peu de temps. Oui, c'est de plus en plus simple. Moi, j'ai l'impression, en tout cas, qu'effectivement, on a eu pendant 5-10 ans beaucoup de contenu très technique qui a été ajouté. Aujourd'hui, les briques sont là et on arrive vers une période où c'est de moins en moins jargonneux, je pense. Même le coding, on est sur no-code aujourd'hui. On arrive vers quelque chose qui est plus simple. Rappelons ce que c'est le no-code. Hein. C'est vraiment des fonctions qu'on achète sur étagère en quelque sorte et qu'on peut implémenter sur des sites et qui vont apporter une fonctionnalité supplémentaire. Vous montez une boîte, donc là on parlait un peu des magasins physiques, mais mis à part, si vous montez une boîte, vous pouvez vous-même, sans savoir écrire un langage informatique, donc coder, mettre en place des briques de savoir, une brique e-commerce, une brique retour, une brique. Mais d'ailleurs, il y a même du tout en un. Hein, si tu vas chez Wix, sans faire de pub pour les uns les autres, ou Shopify, ce sont des solutions globales qui te permettent de couvrir absolument tous les besoins, tu vois. Et je trouve ça génial parce que c'est beaucoup moins coûteux qu'avant en plus. Hein. Dans ces temps immémoriaux. Et puis du coût fixe. C'est-à-dire qu'avant, il fallait sortir un ticket au début, il fallait acheter un webmaster, un nom de domaine, etc. Bon, le domaine toujours, mais maintenant on arrive sur des coûts variables où potentiellement la marketplace que je connais bien, effectivement, on paye que si on vend. Bien sûr, donc la seule denrée qu'on ne peut pas inventer, c'est le temps. Et ça, c'est une question d'organisation. Comment, dans ma vie, parce qu'il y en a qui le font, hein, il y a quand même des milliers, des centaines de milliers de commerçants qui le font et qui le font avec des succès réels, hein, même un boucher ou même un boulanger, comme tu disais. Oui. Et donc je me dis que c'est comment arriver à dégager un moment dans sa journée ou dans sa semaine pour créer son site e-commerce et peut-être pour son référencement, pour éventuellement, après, continuer à communiquer avec un réseau social. On va commencer par un, tu vois. On parlait en préparant l'émission d'un boucher à Paris qui tous les dimanches ou tous les samedis matins poste une photo très alléchante avec une recette, etc. Et on peut réserver directement depuis Instagram le produit. Enfin, il a 6000 followers, c'est la boucherie moderne, je crois. Enfin, c'est génial. Et de son expérience, ça lui a fait venir des clients nouveaux. Et ce qui est génial, c'est qu'il y a même des bouchers qui vendent sur Amazon. Ouais, on a reçu Maison Victor il y a quelques temps ensemble. C'était, je crois, que pour le premier numéro de 01 Start. Et c'est assez intéressant de voir que voilà, c'était le papa qui tenait la boucherie, le fils a repris la boucherie, il a voulu digitaliser tout ça. C'est souvent comme et ça. Et il vend maintenant la viande. Alors sur Amazon, mais il vend sur d'autres plateformes aussi. C'est ça qui est intéressant. Mais ce qui est important, on parlait un peu de chiffre de la FEVAD au début. Il y en a un, moi, qui me plaît beaucoup, c'est que les PME qui ont ouvert le canal Internet, non seulement ne cannibalisent pas leur vente, mais elles font plus 14% de chiffre d'affaires. C'est-à-dire qu'en fait, le temps qu'elles prennent sur la gestion du magasin, parce que bien sûr, il y a d'autres choses à faire, elles vont prendre ce temps, c'est une décision managériale, c'est rentable.
Ça va apporter un chiffre d'affaires additionnel. Ça va élargir la zone de chalandise, ça va ouvrir le dimanche, voilà. Et donc, in fine, il y a quand même un certain bénéfice. C'est pour ça que je pense sincèrement qu'il y a une peur plus psychologique déjà qu'un besoin matériel de temps. Parce que le temps, ça se prend, c'est dur, mais ça devient un peu rentable. Après, au-delà de la peur, c'est peut-être aussi le syndrome, c'est pas pour mes clients. Alors, tout le monde y va, mais pas les miens. Non, les miens, je suis dans une zone géographique qui ne le nécessite pas, ou parce que ma clientèle a une certaine typologie. Ben non, en fait, c'est drôle de se dire que le monde entier est en ligne, justement, si mais ce n'est pas les miens, essayons de trouver des clients qui le sont, bien sûr, qui sont compatibles avec le numérique. C'est de la conquête, finalement. C'est de la conquête. Mais ça renvoie à quelque chose de très humain. C'est difficile de faire ce qu'on n'avait jamais fait. Enfin, tu vois, on parle de transformation numérique dans toutes les boîtes, dans les médias, dans tout. C'est très difficile de changer sa façon de voir le monde, de façon de voir les clients. Waouh! Donc, il faut être accompagné pour ça, au-delà d'outils qui aujourd'hui sont d'une simplicité extrême. Catherine, pour conclure, qu'est-ce que tu diras à tous ceux qui nous écoutent, qui hésitent encore, qui ont leur boutique et qui ne savent pas trop comment attaquer sur le web? Qu'est-ce que tu peux leur dire? Déjà, n'hésitez pas, parce que bientôt il y aura deux équipes, ceux qui sont passés au digital et qui vont survivre, et ceux qui ne vont pas y être passés et qui vont mourir avec leurs clients d'aujourd'hui. Donc c'est comme une question de survie. Quand on a un commerce, on a envie qu'il perdure, peut-être on a envie de le céder plus tard. Donc évidemment, il faut y aller. Après, c'est regarder les vidéos d'Amazon qui sont très sympas, et puis commencer à regarder dans votre entourage une personne, un jeune, un étudiant. Il y a bien des écoles autour de vous. J'étais à Metz la semaine dernière, et il y a la grande école du numérique qui va ouvrir. Il y a probablement des étudiants qui vont pouvoir faire, on peut faire des tandems. Donc vraiment, n'hésitez pas. Et sur les questions d'organisation, chopez un jeune, là, mettez-le à côté de vous et donnez-vous tous les lundis quand c'est fermé, vous passez 2 heures. Enfin, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais si on ne le fait pas, c'est la survie qui est en jeu. Laurent, l'accélérateur du numérique, avec bientôt de nouvelles vidéos, il y a de nouvelles choses qui vont arriver? Oui, comme je vous le disais, là, l'été s'achève. Et donc, comme c'est la rentrée, nous, on a préparé pas mal de partenariats avec soit d'autres experts français pour avoir plus de contenu, soit des partenariats d'un nouveau type. On parlait de la plateforme là, de l'école. On a lancé un partenariat juste avant l'été, pardon. Mais là, ça va commencer à porter des fruits. Voilà, donc rendez-vous dans quelques semaines. Mais effectivement, le but, c'est de continuer à apporter du contenu, continuer à apporter des nouveaux formats d'accompagnement aussi pour des dizaines d'entreprises qui le souhaitent. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Catherine d'être passée dans 01 Start. Un vrai plaisir de te retrouver. Catherine Barba, et merci à Laurent Broncard, donc, de l'accélérateur du numérique. Et vous restez avec nous. La suite de 01 Start, eh bien, ce sera avec notre rendez-vous Business Stories et 2 belles boîtes à découvrir. À tout de suite. Merci d'être avec nous, toujours 01 Start, vous le savez, le 01 Start de la rentrée sur 01 TV. Tout à l'heure, je recevrai JB de The E-Collection. C'est un influenceur, un passionné de tech qui, en quelques années, a explosé les compteurs sur Instagram, sur YouTube. Et c'est intéressant d'avoir son point de vue d'entrepreneur. Comment, aujourd'hui, de par sa passion, on arrive à devenir très influent dans le domaine de la tech. Il sera avec nous. Et puis avec Stéphanie Bocage, qui est conseillère Pôle emploi, on vous donnera, on va dire, les rudiments du business plan. Parce que c'est vrai que quand on veut se lancer dans l'entrepreneuriat, voilà, au début, on peut être entrepreneur sans trop se poser de questions sur l'avenir, mais quand on a vraiment un concept qui tient la route, on peut se demander quelles vont être les différentes étapes futures, et un business plan à ce moment-là est très intéressant. Ce sera dans quelques minutes, mais dans l'immédiat, notre rendez-vous Business Story, et j'accueille sur ce plateau Marie Mérouse. Bonjour Marie. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes la fondatrice de Marbotique. Vous allez nous présenter votre concept qui mêle à la fois l'ancien monde et le nouveau monde. Exactement. C'est ça qui est assez intéressant. Et puis je suis ravi aussi d'accueillir Antoine Hubert. Bonjour Antoine. Bonjour François. Vous êtes le fondateur d'Insect. Alors Insect, c'est l'une des pépites de la tech française, de l'agritech, de la French Tech. Insect en fait a pour principe de fabriquer de la farine à partir de petits insectes, parce que ça risque d'être la nourriture de demain, à la fois pour les animaux, mais peut-être aussi demain pour les humains. On va en parler dans un instant, Antoine. Et ce qui va être intéressant, c'est de voir votre parcours, parce que vous n'êtes pas né entrepreneur. Vous avez eu des études, vous avez fait des études d'ingénieur, etc., etc. Et ce qui va être intéressant de voir, c'est comment vous êtes passé de l'autre côté de la barrière. Mais peut-être commencer par Marbotique. Marie, je disais tout à l'heure, mêler le nouveau monde et l'ancien monde avec du bois et de la tech, c'est votre concept. Et comment vous est venue cette idée ?
Alors, donc moi je suis ingénieure également. J'ai travaillé pendant 7 ans dans le e-learning, ce qui s'appelait à l'époque le e-learning, mais c'était très clavier-souris. Et quand les tablettes sont apparues, pour moi c'était une évidence que ça allait être un outil numérique qui était très puissant pour les enfants, même les petits-enfants. Et de là est venue l'idée d'avoir des interfaces sur les tablettes, mais couplées avec des pièces en bois. Donc là, c'est une lettre en bois qui pourrait ressembler à ce qu'on avait nous étant gamin, sauf qu'elle est reconnue par la tablette et du coup, on peut découvrir le son de la lettre, des mots qui commencent par A, etc. D'accord. Donc c'est, oui, mêler, on va dire, la tech avec le bois. Ouais. Mais l'idée vous est venue comment, en fait? Alors, je m'étais beaucoup intéressée aux pédagogies dites alternatives, comme la pédagogie Montessori, la pédagogie Steiner, qui mettent beaucoup l'accent sur la sensorialité. Maria Montessori disait que la main est l'instrument de l'esprit. Et du coup, la manipulation d'objets physiques, c'est ça qui débloque des choses dans les cerveaux des enfants. D'accord. C'est compliqué à développer cette technologie. Comment on fait pour qu'un morceau de bois soit reconnu par une tablette? Alors oui, il y a eu, je dirais, 2 années de mise au point technologique et puis d'industrialisation derrière. Après, la beauté de l'objet, c'est que nous on dit souvent que c'est du high-tech, low-tech, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de batterie, ça utilise juste l'électricité statique de notre corps en fait, qui est transmise à travers cette pièce jusqu'aux 3 petits points qui sont ici. Après, il y a un codage spatial. Donc, il y a eu les problèmes de dépôt de brevets, de protection de l'innovation. Ça, il a fallu vraiment regarder. Et puis, voilà. Monter une start-up comme ça, alors, en étant ingénieur, quelles sont les différentes étapes? Comment l'idée a germé dans votre esprit et comment vous vous êtes dit, ça y est, je vais créer Marbotique? Alors, je pense qu'au départ, il y a le côté excitation de l'ingénieur de dire on va créer une nouvelle chose, on va prototyper, on va mettre au point, on va industrialiser les premières étapes. Et après, c'est la rencontre avec le marché qui se fait. Donc on a essayé de développer ça de façon très agile. Dès la première année, on a essayé de produire 100 pièces. On l'a fait dans le garage avec l'aide de la famille. Enfin, c'était ultra folklore. Il a fallu quand même normaliser parce qu'évidemment, ce sont des jouets, donc il faut que toutes les normes soient bien respectées. Donc voilà. Elles sont drastiques, hein. Ah oui, et puis c'est normal. Bien sûr. Dire, voilà. Donc on a fait tout ça et puis après, petit à petit, on a progressé. Au début, on est parti sur les chiffres. Après, on a fait un Kickstarter. On a lancé les lettres. Et après, il y a eu la commercialisation au niveau mondial. Donc actuellement, on fait plus de 90% de notre chiffre à l'export. Dans quel pays vendez-vous? Alors, surtout en Amérique du Nord, je veux dire États-Unis, Canada, pas mal l'Europe du Nord aussi, les pays scandinaves, les Pays-Bas où on a aussi des beaux succès. La France, ça reste un peu difficile. Et pourquoi ça, tiens? Pourquoi Marbotique, qui est français, a du mal à décoller chez nous? Parce que nous, notre concept, il y a une tablette avec. Et en fait, quand on dit tablette, on dit tablette égale écran égale le diable. Je fais un schéma assez simple, mais c'est un petit peu ça qui se passe. D'accord. Et au bout En France, on a tendance à diaboliser. Ouais, la tablette à fond. D'accord. Alors qu'aux US, non, par exemple. Alors, je pense qu'ils sont un peu plus pragmatiques. Le Covid aussi a fait aussi bouger les mentalités. Il faut voir que ça a été très compliqué aussi pour les parents et surtout pour les mamans américaines. Toute cette période, en fait, où il fallait rester à la maison, les écoles étaient fermées. Il y a énormément de mamans qui ont perdu leur emploi et qui devaient gérer les gamins en même temps. Donc, la nécessité de trouver des solutions éducatives à la maison. Mais c'est vrai qu'en France, il reste une grosse peur des écrans, alors que moi, j'ai toujours tendance à dire un écran, c'est comme du papier, en fait. Ce qui compte, c'est ce qu'il y a dessus. On peut lire Voici, on peut lire la Pléiade, en fait. Et un écran, on peut avoir du Marbotique et on peut regarder des publicités ou avoir du YouTube Kids toute la journée. Enfin, voilà. Oui, c'est un outil qui affiche des images, en fait. C'est un média. Oui, c'est ça, c'est un média, en fait. Ouais. C'est ça. Après, j'imagine qu'il y a la partie, on va dire, programmation de l'appli. Ouais. Parce que autant c'est du jeu vidéo, quoi, grosso modo. Voilà, ouais. Et là encore, vous aviez toutes les expertises et les bonnes personnes que vous avez trouvées facilement? Non, après, on a appris sur le tas, petit à petit. Actuellement, une équipe de 15 personnes, et c'est vrai que l'équipe produit représente la plus grosse partie de l'équipe. Mais ça s'est fait chemin faisant. En fait, une des clés de notre réussite, ça a été énormément de pragmatisme. C'est ce que les Américains appellent scrappy, not crappy, c'est-à-dire vraiment débrouillard, mais pas de mauvaise qualité. Donc c'est ce qui a fait que jusqu'à maintenant, on en est là. Et là, notre focus, c'est vraiment d'avoir des applis exceptionnelles pour apprendre à lire aux enfants dès l'âge de 3 ans. Et alors, parce que, essayons de convaincre les Français et les Françaises qui nous regardent, l'intérêt de votre concept, c'est que les enfants apprennent à lire plus vite et s'éveillent plus vite avec ce type de technologie? C'est pas forcément un choix de les éveiller plus vite. Il y a quand même le choix de dire, ce que disait Maria Montessori, c'est que les enfants, la période sensible pour la lecture, c'est 4 ans et demi.
Dès l'âge de 4 ans et demi, les enfants, ils sont déjà prêts à lire. Et moi, j'ai 3 enfants, je l'ai bien vu avec mes gamins. Ils lisaient les paquets de céréales, les paquets de lait, ils lisaient tout à la maison. Enfin, je ne sais pas si vous avez eu la même expérience. En fait, à l'âge de 4 ans et demi, ils sont déjà prêts. Et même à l'âge de 3 ans, ils peuvent commencer à s'intéresser aux lettres. Donc, si les enfants s'y intéressent, nous, notre outil, c'est juste, ça les nourrit. Voilà. On n'essaie pas de remplacer l'école, mais aux États-Unis, il y a une problématique qui est un peu différente, c'est que quand ils rentrent en CP, l'équivalent du CP, il faut déjà qu'ils aient les rudiments de la lecture. Et donc nous, on se positionne vraiment sur ce segment-là. Alors vous restez avec nous, hein, bien évidemment Marie. On va donner la parole maintenant à Antoine, donc fondateur d'Insect. On est carrément dans un autre registre, mais dans ce rendez-vous Business Story, c'est toujours intéressant d'avoir d'autres profils inspirants. Qu'est-ce que Insect, Antoine ? Alors pour faire très court, Insect, on produit des insectes dans des fermes verticales. Ce sont des fermes d'un nouveau genre, on dit 4.0, c'est où la robotique, une autre façon de l'automatisme, l'intelligence artificielle, la data et la biologie se rencontrent. Et ces insectes grandissent comme n'importe quel animal et font des œufs et font des nouvelles générations. Et les larves, on dit les vers de farine, sont transformées en ingrédients pour effectivement toucher toutes les applications possibles alimentaires. C'est vrai que notre marché, in fine, c'est l'assiette de n'importe quel consommateur dans le monde, quel que soit son régime. C'est des ingrédients pour nourrir des poissons, des poulets, des porcs, nos animaux qu'on mange, des chiens, des chats, donc des compagnons à la maison. L'homme aussi en direct, effectivement. Et puis aussi, ces engrais, ces déjections sont des engrais bio-organiques formidables en termes de performance pour remplacer les engrais chimiques. Et là, ça nourrit toutes les plantes qu'on peut manger, depuis le blé à la tomate ou les boissons comme le vin. Voilà. Et puis, bien évidemment, l'intérêt aussi d'élever des insectes, c'est que c'est un impact carbone qui n'a rien à voir avec, on va dire, la création d'autres protéines animales que l'on connaît. C'est ça, on pourra revenir après. C'est aussi la raison de l'engagement d'Insect. C'est vraiment notre ADN, l'impact, le développement durable et montrer qu'on peut aligner impact économique et impact écologique. C'est 20 fois moins d'émissions de carbone que le poulet, 200 fois moins que le bœuf. Notre verre, notamment, ils ont notre projet à Amiens. C'est pareil, c'est des proportions même 10 fois plus élevées en différence sur l'eau. En superficie, en ferme verticale, c'est 100 fois moins de terre qu'un poulet, aussi 1000 fois moins qu'un bœuf. Donc ça montre qu'on peut faire plus, répondre à la demande croissante mondiale, population, classe moyenne qui augmente, mais avec moins, c'est-à-dire que moins d'utilisation de terre, moins d'utilisation d'eau et moins d'émissions de carbone, moins d'impact sur la biodiversité. C'est aussi nos technologies, beaucoup moins de prélèvements de poissons de pêche qui sont utilisés, un bateau sur 4 est utilisé pour nourrir des poissons d'élevage, et donc c'est aussi permettre de réduire cette pression sur les stocks océaniques. Donc on touche de manière assez holistique beaucoup de sujets environnementaux, donc voilà, l'économique, l'environnemental, puis évidemment aussi le social. On fait beaucoup d'engagement aussi social pour nos équipes et puis pour nos parties prenantes. Alors vous êtes une pépite de la French Tech, de l'agritech, hein. Vous êtes reconnu par évidemment tous vos pairs, vous avez levé des centaines de millions d'euros, vous vous développez à l'international, vous faites des acquisitions aussi. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a 10 ans, en fait, Insect n'existait pas encore, ou alors venait juste d'être créé. Et ce qui est intéressant, encore une fois, c'est votre témoignage inspirant, c'est que vous n'avez pas été... dès le départ, entraîné pour être entrepreneur. Au départ, vous êtes ingénieur, c'est ça ? Tout à fait. Et Insect a 10 ans. Il y a un peu plus de 10 ans, c'était même pas Insect, c'était s'appelait Chrysalide, le projet. Donc la Chrysalide est devenu un insecte, avec mes 3 associés, Fabrice, Jean-Gabriel et Alexis, avec des parcours très différents, ingénieurs, non ingénieurs. Et moi, j'étais ingénieur agronome avec l'envie de travailler dans la compréhension, la réduction des impacts environnementaux. Je suis vraiment passionné par la biologie depuis tout petit, où je suis grandi dans les Alpes, dans la nature, les papillons, etc. Et assez affolé par déjà la perte de biodiversité dont on parlait. Il y avait les fameuses émissions d'Alain Bougrain-Dubourg à l'époque, qui m'avaient marqué. Et moi, je m'étais plutôt engagé vers la biologie de la conservation, aller dans les réserves africaines, protéger les éléphants, les girafes, tout ça. Et finalement, avec la formation, à devenir ingénieur agronome, qui a une vision assez justement holistique de la relation entre l'homme, la nature, et notamment l'agriculture et la nature. Et je suis parti plutôt dans un métier de scientifique, qui est une façon aussi de changer le monde, contribuer, comprendre l'environnement, restituer ça après à tout le monde et dire comment changer un peu des pratiques. Puis revenir, ça j'ai ouvert ça en Nouvelle-Zélande, notamment en Martinique, et revenu en France, je suis rentré consultant en environnement, et à côté de ça, j'ai voulu avoir plus de sens et créer une association à but non lucratif, et aller vraiment dans les écoles. Je rejoins un peu ce que tu disais tout à l'heure, faire participer les enfants avec du toucher, avec des jeux pédagogiques,
pédagogiques pour les faire reconnecter avec l'origine et le devenir de leur assiette. Et un des jeux, c'était de faire venir installer des petits bacs en plastique recyclé. On mettait des vers de terre dedans, des déchets organiques, leur faire comprendre. Leurs déchets de cantine, on les mettait dedans et ça faisait du compost, on replantait des tomates dans la classe, etc. Et de cette association, le militantisme était super, mais pareil, assez frustrant dans le temps. Ça met des générations finalement à changer les pratiques. Et de fil en aiguille, on est tombé sur le sujet des insectes dans nos lectures. On a commencé à l'utiliser dans nos supports pédagogiques. Et un moment, dans l'asso Alexis, des rencontres avec des amis à lui, fait que finalement on s'est dit on pouvait peut-être faire plus que sensibiliser, passer à l'action et changer de la façon dont en amont on produit les choses. Et pas faire que changer la façon dont les consommateurs consomment et leur en parler, mais changer la matière première et donc élever dans des bacs en plastique, recyclés de la même manière, avec des déchets organiques, mais pas des vers de terre, des vers de farine. Et c'est comme ça que ça passe à démarrer il y a 10 ans. Mais alors, ce qui est intéressant aussi, c'est l'aspect visionnaire en fait d'Inset, parce que pour vous, l'insecte va devenir une protéine, et déjà une protéine qui nourrit les animaux, mais demain les humains, il y a plein d'obstacles, on va dire, culturels. Je veux dire, bon, voilà, manger des insectes, c'est pas forcément à la portée de tout le monde. Enfin, en tout cas, il y a une espèce d'ancrage sur d'autres moyens de se nourrir aujourd'hui. C'est aussi un pari sur l'avenir, et voilà, il faut avoir le courage de se lancer là-dedans. Bah, c'est pour ça. Au tout début, on s'était dit, on va lancer d'abord l'alimentation humaine pour des restaurants, etc. Et c'est tout de suite très vite qu'on s'est orienté vers l'alimentation animale, parce qu'on a vu tous les freins qu'il y avait il y a 10 ans dans l'alimentation humaine. C'était pas prêt en termes d'acceptation, de réglementation. Les freins, c'est la réglementation, la technologie, le commercial, les freins commerciaux, et puis l'acceptation globale des citoyens. Et donc, on a vu qu'il y avait quand même moins de freins global dans l'alimentation animale. Il y avait au moins le frein d'acceptation au moins. Et on pouvait se concentrer sur la technologie, qui était quand même le cœur. Et on a mis là 10 ans à arriver à quelque chose qui est mature, où on sait que rien n'est encore parfait. On améliore les choses au quotidien. Et justement, avec nos équipes en ingénierie, en informatique, en data science, ce qu'on a accompli pour Amiens, ce qu'on est déjà en train d'accomplir d'une nouvelle génération d'installations pour des prochains projets, continue à augmenter la performance, effectivement, la rentabilité du modèle et donc l'impact derrière, effectivement, en termes d'économie de carbone. Donc c'était ces verrous-là, finalement, marketing pour l'alimentation animale, très vite, les personnes ont compris, les consommateurs, nos clients, qu'un poisson mange des insectes, un poulet mange des insectes, c'est naturel. Et en plus, pour l'environnement, le carbone effectivement très bas, l'eau très bas. Et on s'est senti au bout de quasiment 10 ans plus mûr pour commencer à aller un peu plus loin et renouer avec un amour original qui était l'alimentation humaine. Et on savait qu'il y aurait quelque chose de très intéressant avec l'acquisition de Protifarm aux Pays-Bas. Et cette société nous permet d'accélérer dans ces applications-là. On voit des produits qu'on fait avec eux, c'est des burgers. Des barres énergétiques, des boissons. Donc des burgers, des steaks à base vous pouvez les manger, je vous en donnerai la prochaine fois. Pour le moment, ils sont vendus qu'aux Pays-Bas, au Danemark, en Allemagne. On ne s'est pas encore harmonisé, ça sera l'année prochaine dans toute l'Europe et donc la France. Mais je vous donne ce produit-là à côté d'un produit steak végétal des stars américaines qu'on voit un peu partout, ou d'un burger. Des Impossible Burger, des trucs comme ça. Vous verrez quasiment pas la différence. Franchement, au goût, vous ne voyez pas la différence. En aspect, vous ne voyez quasiment pas la différence. Ce qui est bien, c'est que c'est un burger avec notre protéine d'insectes, de vers de farine, et juste 2-3 autres ingrédients. Il y a un peu de végétaux, effectivement, surtout essentiellement du végétal, des algues. Et quand on voit les produits végétaux, pour le coup, on a un inconvénient aujourd'hui, c'est qu'il y a dizaines, quinzaines, vingtaines d'ingrédients d'additifs, et avec un vrai enjeu de revenir à quelque chose de le plus sain, le plus court possible en nombre d'ingrédients. Mais on est déjà dedans. Antoine et Marie, juste pour conclure, est-ce que vous auriez un mot à dire à tous ceux qui nous écoutent, qui sont peut-être dans une logique, en vous écoutant, de se lancer, d'oser entreprendre? Est-ce qu'il y a un petit tips que vous pourriez leur donner? Chacun, peut-être Marie pour commencer, s'il y en a un, autrement c'est pas grave. Moi j'aurais tendance à dire qu'il faut se lancer et que même s'il y a de la peur n'évite pas le danger. Et qu'il faut y aller dans tous les cas. D'accord. Antoine ? Oui, tout à fait. Je pense que le rapport du GIEC cet été, en août, rappelle à quel point on est dans une situation critique. Il y a des milliards de choses à changer dans nos pratiques de production, de consommation. Donc il y a des tonnes d'idées à aller chercher et des tonnes d'idées vraiment très utiles pour notre quotidien et pour les prochaines générations. Donc effectivement, il faut oser. Et puis après, il faut savoir s'entourer. Ça peut être difficile, mais aujourd'hui, il y a tellement d'accompagnement possible depuis BPI France en financement, les incubateurs. Enfin, vous n'êtes pas seul. Ce qui compte, par contre, c'est de bien s'entourer avec des bons associés. C'est quand même mieux de démarrer à plusieurs quand c'est possible. Bien les trouver et après, surtout, bien recruter et recruter des meilleurs que soi. Ne pas avoir de problème d'ego et tout garder pour soi, pour son propre pouvoir de fondateur. C'est recruter des gens meilleurs que soi dans tous les domaines techniques, commerciaux. C'est que comme ça, en déléguant, responsabilisant, qu'on peut réussir. Merci beaucoup à tous les deux, c'était passionnant. Marie Mérouz, donc fondateur de Marbotique.
Voilà ce concept de tablette et de petits jouets en bois. Et puis Antoine Hubert avec cette belle réussite qui est Insect. Merci beaucoup. On va terminer avec les tips dans 01 Start. Vous restez avec nous, bien sûr. Le retour donc de 01 Start, vous le savez, numéro 2, la rentrée. Et on va terminer cette émission avec nos tips. J'accueille Stéphanie Bocage. Bonjour Stéphanie, conseillère Pôle emploi. Et avec Stéphanie, tout à l'heure, vous saurez tout sur le business plan. Déjà, qu'est-ce que veut dire ce mot barbare? Pourquoi faut-il s'intéresser à un business plan? À quoi ça sert? Comment le réussir, etc., etc. Stéphanie va tout nous dire et vous allez tout comprendre. Et puis, j'accueille aussi Jean-Baptiste Nicolet. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour François. JB de The E-Collection, vous le connaissez peut-être sous ce pseudo. JB est un YouTuber, Instagrammeur, un influenceur, comme on dit aujourd'hui, passionné de nouvelles technologies, voilà, depuis de nombreuses années, JB. Ouais. Et merci d'être avec nous parce que c'est aussi intéressant. Ton parcours est très inspirant parce que finalement tu vis de ta passion et quand on est aujourd'hui, voilà, quand on arrive à vivre de sa passion, c'est quand même une sacrée réussite. On va peut-être commencer par toi parce que aujourd'hui, ce que tu représentes, c'est quand même beaucoup d'abonnés, 800 000 abonnés sur YouTube, 100 000 abonnés sur Instagram. En combien d'années as-tu réussi à creuser ton trou en fait sur les réseaux? J'ai mis beaucoup de temps. Moi, je ne sais pas pourquoi tout s'est mis à se faire en longtemps, mais c'est cool parce que finalement j'ai appris petit à petit et j'ai pas brûlé des étapes. Ça a mis 10 ans en soi. Ça fait 10 ans que je fais des vidéos sur YouTube. J'ai commencé en 2011 quand j'étais en 3e par pure passion parce que je suis un passionné de nouvelles technologies. Je suis tombé dedans un peu comme Obélix quand j'étais petit et du coup j'y suis resté. Et finalement cette passion est devenue un métier. Et depuis 5-6 ans, c'est mon métier et c'est génial. Ben oui, j'ai l'impression. Mais ce qu'il y a de formidable, c'est que voilà, en 3e, tu te dis, bon ben voilà, en même temps que tu allais au lycée. Au collège. Au collège, 3e, c'est ça. Ben oui, c'est quoi? Ben oui, ouais. C'est ça. Seconde, le lycée. Tu te dis, ben voilà, je vais commencer à faire des petites vidéos. On était en pleine explosion de YouTube. Ça. Surtout qu'il y a 10 ans, YouTube n'était pas du tout ce que c'est devenu aujourd'hui. Par exemple, il n'y avait pas les miniatures. Il n'y avait pas de monétisation, il n'y avait rien de tout ça, ça n'existait pas le métier de youtubeur en soi. Tu te mettais ta caméra, t'enregistrais et tu postais quoi. Je filmais avec ma tablette tellement, c'était, mais elles sont toujours en ligne mes vidéos de l'époque parce que je les ai pas. Tiens, on va aller les regarder, tiens. Pour moi c'est un moment, voir ce que ça donne. Ça marque mon histoire entre guillemets. Je trouve ça rigolo de voir l'évolution justement et quand on est passionné, bah voilà, ça va tout seul en soi. Et quelles sont les étapes clés en fait de ton parcours? Parce que bon, voilà, tu commences en 3e. Quels sont les moments importants de ta carrière sur ces 10 ans, à ton avis? Quand j'ai déménagé de ville en ville, parce que ça a un peu aussi motivé mon changement de moi-même, de changer de setup par exemple. C'est anecdotique, mais souvent qu'on travaille tout le temps de la même façon chez soi sur un bureau, si on change de bureau, juste de bureau, de façon de travailler, ben on a envie de changer un peu de la façon de créer par exemple. Et tu t'inspires différemment à partir de ce moment-là. Exactement, le lieu m'inspire beaucoup quand je travaille, que ce soit en déplacement jusqu'à ce qu'on pouvait se voyager il y a encore quelques années. C'est différent de travailler de chez soi, de travailler dans la rue, de travailler n'importe où. Et ça grandit petit à petit. Et surtout, ce qui est bien dans les nouvelles technologies, c'est que ça change tout le temps. Et en fait, chaque année, ça se différencie et chaque année, on a envie de tester qu'est-ce qui va sortir de nouveau. Donc en fait, on se met à la page, on essaie de faire mieux que l'année dernière. Donc finalement, voilà, ça grandit petit à petit comme ça. Alors évidemment, c'est le travail qui paye, on est d'accord. C'est l'acharnement, des échecs, des succès. As, quand on fait des vidéos, c'est toujours comme ça. On en sait quelque chose ici à 01 TV. Et comment tu es devenu un pro en fait? Comment tu as réussi à passer de l'autre côté, te dire ben voilà, c'est mon job, je vais arrêter d'étudier, je vais me lancer là-dessus et devenir un pro des réseaux sociaux? Parce que tu es là aussi pour nous donner quelques tips pour tous ceux qui veulent se lancer. Finalement, j'ai appris sur le tas. Je me suis formé tout seul. Parce que quand je suis un passionné de plein de choses. Et quand je suis passionné de quelque chose, je m'y mets à fond dedans. Mais quitte à regarder 10 fois la même conférence, et parfois le soir, on va regarder un film, je vais regarder une conférence de presse parce que j'aime bien. Je suis très particulier de ce côté-là. Et j'ai peut-être sacrifié certaines parties de ma vie personnelle pour justement faire du YouTube et travailler sur plein de sujets. Je me suis entouré de pas mal de gens qui m'ont appris à prendre telle caméra parce qu'elle va mieux filmer, ou prendre tel micro parce qu'il y aura un meilleur son, ou telle lumière parce que ça permet un meilleur éclairage. Et finalement de l'un dans l'autre, ça permet de grandir et de travailler plus proprement et de s'identifier à certaines personnes comme ici François Sorel, que je suivais quand j'étais tout petit. Oui, c'est ça qui est rigolo, c'est que tu me l'as dit,
Oui, t'as comment, enfin nous, tu regardais les vidéos qu'on faisait avec Jérôme il y a la chaîne techno et il y a une tout ça, dizaine d'années, il y a une dizaine d'années. c'est clair. Et ça m'a donné envie. Mais tu sais que nous, notre fierté aussi avec Jérôme, hein, on est toujours dans ce concept, c'est d'avoir aussi inspiré des jeunes comme toi qui ont décidé, suite à nos vidéos, de passer de l'autre côté, c'est cool. Et comme peut-être moi j'ai inspiré, si ça se trouve, des gens qui vont aussi vouloir se lancer. Mais sans aucun et puis doute. après, de fil en aiguille, sans aucun la passation doute. se fait. Eh bien voilà. Quels sont les conseils que tu pourrais donner à tous ceux qui aujourd'hui ont envie, alors soit de faire des vidéos dans la tech ou dans d'autres domaines, ou même simplement accélérer sur les réseaux sociaux pour gagner en fait en popularité. Est-ce que tu as des petits tips à nous donner? Il n'y a pas vraiment de tips en soi à donner qui sont écrits et qui sont véridiques, mais qui fonctionnent en fait. Ouais, parce que ça vient comme ça vient en soi, surtout sur Internet. Mais il ne faut pas brûler les étapes. Il ne faut pas se dire, j'ouvre ma chaîne YouTube demain, je veux cartonner avec 300 000 vues sur ma vidéo, je veux 1 million d'abonnés le lendemain. Ça marche pas, ça, c'est pas possible, sauf si c'est ultra grand public. Et encore, il y a une infime partie de la population de youtubeurs qui cartonnent en très peu de temps. Dans la tech, par exemple, faut y aller. Ça reste un marché de niche, donc avec une concurrence quand même assez importante. Hein. Ouais, bien sûr. Il y a beaucoup de youtubeurs de tech, donc bien sûr, après il faut se trouver sa place. Oui, il faut se différencier, il faut avoir sa petite passe, son petit truc en plus. Se différencier, c'est important à ton avis? Ouais, parce que c'est comme un artiste par exemple, il y a 15 milliards, pourquoi pas, de rappeurs, mais on va quand même, pourquoi pas, écouter les 15 000. Parce que chacun va voir son petit truc en plus. Sur YouTube, c'est pareil. On a beau aller voir 10 fois la vidéo sur le même téléphone, au bout de la 11e, on en a marre. Mais parfois, si le youtubeur amène un axe différent, on a envie de voir les 15. Alors qu'habituellement, on regarde une vidéo et puis après, on va plus voir les autres. Donc il faut se différencier, je trouve, sur ce qu'on a envie de créer, sur son contenu, sur la façon de présenter, sur la façon de faire ses plans, de mettre une ambiance pour justement donner envie aux gens de venir nous voir, nous, et pourquoi pas les autres, même si on sait qu'ils iront voir tout le monde. Entretenir sa communauté, c'est quoi ta recette? Toujours être présent en fait. Il ne faut jamais laisser tomber. Moi, quand je pars en vacances, je suis toujours sur mes réseaux sociaux. Même si je ne poste pas, je regarde qu'est-ce qui se passe. Et s'il faut poster, je posterai. S'il faut échanger, j'échangerai. Toujours répondre aux commentaires, aux messages privés sur Instagram. Toujours montrer qu'on est là et qu'on n'est pas juste en fait un robot derrière une vidéo, derrière une caméra à faire une vidéo. Toujours être présent et montrer qu'on est là parce que les gens sont là pour nous. Il faut être là pour eux. C'est grâce à eux qu'on est là aujourd'hui, quand j'en suis là moi aujourd'hui. Et j'adore discuter avec eux. Ils vont m'apprendre justement des choses que j'aurais peut-être pas vues. Ils vont me donner des retours, des tips. Donc je leur réponds, on échange et ça se passe super bien. Tu vis aujourd'hui de ta passion. Ouais, j'ai la chance de ça. C'est très très cool. Ouais, c'est cool. Ouais. Comment tu vois évoluer en fait ta carrière? Bonne question. Tu as une idée déjà de ce que tu aimerais faire dans quelques années? Ou finalement, tu profites de l'instant présent, tu profites de ce qui se passe actuellement? Aujourd'hui, je profite parce que la vie est courte, donc autant profiter. Ça, c'est le maître mot dans ma vie, c'est profiter à fond de tout ce qui se passe. Dans 1 an, dans 5 ans, dans 6 mois, demain, dans 1 heure, je ne sais pas du tout qu'est-ce qui va se passer. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que rien ne se ressemble. L'année dernière, j'étais à un certain endroit, aujourd'hui, je suis là. Et il n'y a pas de monotonie, il n'y a pas de routine. Et ça change tout le temps et c'est ça qui est hyper motivant dans ce domaine des nouvelles technologies, de YouTube, de la création sur Internet. C'est que rien ne se ressemble, tout se différencie. Mais finalement, l'un dans l'autre, ça se ressemble quand même puisque un téléphone d'une année sur l'autre est quand même très proche. Mais il y a ce petit truc en plus qui change et qui fait rêver. Stéphanie, c'est intéressant le témoignage hyper intéressant. de JB qui, simplement par le travail, par la passion et en quelques années, en et même 10 ans. Si je peux terminer par la patience. La patience Pas aussi. être pressé. Ouais, c'est ça. Moi, ça a mis 10 ans à peu près en soi. Faut pas être pressé. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes sont pressés de tout avoir de suite, maintenant, tout le temps. Faut se laisser le temps surtout et voir les bases. Je pense que c'est ce qu'on va discuter juste après. Exactement. S'il n'y a pas de base, très belle transition. S'il n'y a pas de base, on peut pas y aller. Et la base, merci. Voilà. JB, la prochaine fois, tu viendras là. Hein. T'es prêt, ça y est, tu peux me remplacer. Stéphanie, donc conseillère Pôle emploi. C'est vrai que la base, c'est peut-être préparer un petit peu ce qu'on a envie de faire en termes d'entreprise. Et dans les étapes indispensables, c'est le business plan. On est d'accord. Et le business plan. Donc, on va commencer déjà par déterminer qu'est-ce qu'un business plan. Alors, on confond souvent le business plan avec le business model. Le business model, en fait, c'est le concept de l'entreprise et c'est qu'est-ce qu'on vend, à qui, pourquoi, comment. Et en fait, c'est pouvoir expliquer ce qu'on veut faire. Voilà. On prend l'exemple de JB. Son business model, c'est de faire des vidéos
avec beaucoup d'audience. Et après, on n'en a pas parlé, mais tu as des annonceurs qui viennent se greffer à ce que tu fais et tu intègres en fait de la publicité dans tes vidéos. C'est ça. Pour résumer. Voilà. Ça, c'est son business model. Voilà. Donc le business model est au cœur du business plan. Et le business plan, en fait, c'est la déclinaison du business model, mais chiffré. Donc, pouvoir dire si dans 3 ans, qu'est-ce qui va se passer dans l'entreprise, pouvoir déterminer comment on va la financer, cette entreprise. Et donc, tout est chiffré dans le business plan. Et c'est un modèle écrit qui va servir de communication externe, par exemple pour ses partenaires, pour ses recherches d'investissement, pour ses opérations auprès des banques, et en interne aussi pour pouvoir piloter son entreprise et pouvoir ajuster les écarts par rapport à ce qu'on aurait prévu à la base. Pourquoi c'est important d'en faire un ? C'est important pour pouvoir bien structurer son projet. Et pour pouvoir le présenter et le tester avant de le lancer. Et donc, c'est très important de pouvoir faire son business plan et donc son business model également avant de se lancer pour pouvoir tout prévoir, essayer au moins de tout prévoir et d'être cohérent avec son projet de création d'entreprise ou de reprise. Tout à l'heure, JB le disait, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Oui. Est-ce qu'on arrive, en fait, c'est un peu comme des prévisions météorologiques, ce business plan. En revanche, justement, on va pouvoir ajuster les écarts avec son business plan, dire on a prévu de vendre de telle façon et finalement, c'est pas possible. Comment on va faire et comment on va s'ajuster, comment les finances vont s'ajuster aussi par rapport à ces prévisions. Et donc, avoir un plan de départ bien établi assure que l'entreprise devienne pérenne au final. Mais qui peut faire un business plan franchement, tout le monde. Tout le monde. Pas tout le monde. C'est facile à faire. C'est accessible assez facilement. Ouais. Donc en fait, grâce à différents opérateurs, on peut être accompagné pour le réaliser, ou on peut le faire tout à fait en autonomie. Donc il y a des modèles qui existent, donc notamment sur Pôle emploi.fr. Donc il y a l'Emploi Store. Donc l'Emploi Store, c'est un site dérivé du site de Pôle emploi. Donc c'est emploi-store.fr, où il y a énormément d'applications qui aident pour la recherche d'emploi, mais également pour la création d'entreprise. Et dessus, il y a 2 outils pour aider à faire son business plan, qui sont faits par BPI Finance Création et par CCI Business Builder, où en toute autonomie, on peut arriver à faire son business plan tout seul. Et si on a besoin de plus de soutien, il y a des opérateurs qui peuvent aider à le réaliser en étant accompagnés. Et typiquement, c'est le rôle de Pôle emploi. Si par exemple, je peux venir vous voir parce que j'ai une idée d'entreprise, vous pouvez m'aider à faire mon business plan ? Alors, il y aura des experts qui pourront vous aider. Sinon, on vous guidera vers qui peut vous aider. Donc, Pôle emploi s'appuie sur énormément de partenaires. Et vous avez tout un réseau, bien sûr. On a un réseau, un réseau de partenaires qui peut aider justement à la création d'entreprise et au business plan, qui fait partie de la création. D'accord. Il faut longtemps pour faire un business plan ? Ça dépend de son projet, de la conséquence de son projet, mais on peut le faire très rapidement comme en très longtemps. Ça dépend de sa volonté, de ses motivations, de poser les bonnes questions dès le départ. Très bien. Donc on peut, en venant vous voir, en ouvrant la porte de Pôle emploi, vous pouvez soit nous aider, soit nous aiguiller vers les personnes. Aiguiller vers les personnes. En fait, notre but, c'est d'aiguiller au mieux pour que les projets puissent se réaliser. D'accord. JB, toi, tu as un moment réfléchi à faire un business plan où finalement, dans la turpitude de tout ce qui t'arrivait, c'était pas pertinent? Non. En plus, j'allais rebondir sur ça. Sur YouTube, il n'y a pas réellement de business plan à créer parce qu'il faut que ça vienne de soi-même et c'est sa passion. Et en fait, on ne peut pas écrire qu'est-ce qui va se passer sur Internet parce que ça peut changer du jour au lendemain. Alors qu'une entreprise, c'est beaucoup plus compliqué. On a besoin d'avoir des statuts particuliers sur YouTube. On peut lancer sa chaîne YouTube demain sans aucun statut, juste pour s'amuser. Donc après, il faut devenir auto-entrepreneur parce que quand il y a des revenus qui rentrent... Mais on peut commencer sans aucun statut. Une entreprise, c'est plus compliqué et surtout, c'est bien plus compliqué vraiment une entreprise que d'être sur YouTube. Donc j'ai pas fait de business plan, j'en ai jamais fait, c'est pas prévu pour le moment, donc on verra peut-être un jour, mais... pour une grosse entreprise peut-être. Ouais, exactement. Oui, peut-être que demain, si tu deviens, je sais pas moi, le TF1 de la tech, ou... Ouais, bien sûr. Pour chaque nouveau projet, il faut faut voir si ça va être viable, donc il faut faire un business plan pour pas finalement se rendre compte que 3 mois après, en fait, on n'a pas avancé d'un poil.
et qu'on stagne. JB, tu es beaucoup suivi sur les réseaux. À tous ceux qui te suivent et qui se disent « Ah là là, j'aime tellement ce qu'il fait, j'aimerais... » Voilà, ça m'inspire. Comme nous, on a pu peut-être t'inspirer il y a quelques années. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire ou leur donner comme conseil? Ça va être bateau. Ceux qui étaient là juste avant nous l'ont dit, mais se lancer, ne pas avoir peur de se lancer. L'échec n'est pas grave en soi. On apprend justement de ses erreurs, de ses échecs. On se relève tout le temps et il faut tenter. Il ne faut jamais hésiter de se lancer. Parce que c'est trop bête de passer à côté de quelque chose dont on a envie de faire, juste parce que peut-être quelqu'un va nous juger, peut-être parce qu'on va faire 3 vues, mais c'est pas grave. Si on a envie au fond de le faire, faut le faire, faut se lancer. Et puis travailler. Et beaucoup travailler, ouais. Il y en a beaucoup qui pensent que YouTube, c'est pas beaucoup de travail, non, mais parce que c'est une vidéo, là on voit quelqu'un dans sa chambre faire ses vidéos, mais c'est autre chose. Il faut le voir de l'intérieur pour comprendre. Mais juste pour info, dis-nous, à quelle heure tu t'es couché la nuit dernière pour terminer ta vidéo? 3-4 heures. Ouais. Ben voilà, donc c'est ça. Hein. Mais en fait, c'est ça qui est formidable, c'est que quand on est animé par la passion, on se rend plus compte qu'on travaille. Voilà. Et ça, voilà, c'est une vraie chance. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Stéphanie. Merci. Voilà, pour en savoir plus, évidemment, Pôle emploi pour vous aider. Et puis JB, donc The E-Collection. N'hésitez pas à aller voir ces petites vidéos. Voilà, merci beaucoup JB. Et à très bientôt sur le plateau de 01 TV parce qu'on sait que tu viens nous voir de temps en temps. Ce 01 Start numéro 3 est terminé. C'était un vrai plaisir de vous retrouver, bien sûr. On sera là le mois prochain. Et surtout, n'oubliez pas, oser entreprendre, ça peut être vraiment la clé de la réussite. À très vite.